Salut Chris, comment tu vas en ce lundi? Salut Arnaud, ça va et toi? Ça va, super, super. Le week-end s'est bien passé? Eh ben écoute, nickel, on est en début de mois, les membres ont pu nous envoyer les résultats qu'ils ont fait ce week-end. Donc on a eu quelques résultats pas mal, hein. On a notamment Antonino qui a fait le 1er novembre une journée à 3233 euros. Ça, pas mal. C'est beau. Un net profit à 1356 euros. 1300 euros, donc quasiment un SMIC sur la journée début novembre. C'est beau, hein? Franchement, c'est pas mal du tout. On a aussi Dadav qui sur le mois fait 4102 euros de bénéfices. On a aussi Seb qui fait 3657 euros et on va pouvoir afficher de façon tout ça à l'écran. On a Adrien qui fait 4964 euros. Oh, magnifique. C'est quand même très très beau comme résultat. Et on en a encore plusieurs. On a Wawa qui fait 3719. On a Vito qui fait 17 136 euros. Voilà. J'aime à le rappeler, des gens qui existent, à qui tout le monde peut parler, parce qu'on a quand même un groupe Telegram depuis maintenant 3 ans, hein. Ça commence à être des vieux de la vieille. Et donc, ce sont des gens qui existent, à qui on peut parler, et des résultats qui sont du coup vérifiables. Et ça, c'est beau, c'est beau. Exactement ça. Comparé à plein de formations que tu peux avoir en ligne, où les mecs ils te disent, lui, il a fait 3 millions d'euros l'année dernière, et lui, tu sais pas qui c'est, puis tu le verras jamais. Oui, parce qu'on est vraiment à l'heure des fake dashboards, hein. Je rappelle que, je ne sais pas si ça existe pour Amazon, mais il y a des tas de sites internet, de SaaS qui permettent de faire des faux dashboards, pardon, OFM, Shopify, tout ce que l'on veut. Bon, ici, c'est le monde réel, quoi. Mais est-ce qu'ils bossent, ces gens, tu penses, ou ils ne font rien? Oui, ça c'est sûr. Nous, c'est ce qu'on dit, hein. Dans tous les cas, travail égale récompense. Il n'y a pas de récompense sans travail, ça c'est sûr. Exactement. Même nous, hein, on bosse encore 7 sur 7. Hein. Hier, on s'est fait un petit appel, tu étais en train de bosser. Je faisais exactement pareil. On a encore fait une visio avec les membres hier. Donc, ça aussi, ça fait partie du travail. Mais donc, comme j'ai toujours dit, en tant qu'entrepreneur, on travaille certainement plus qu'un employé, mais avec tellement plus de liberté. Si j'ai envie d'arrêter 1 heure dans ma journée, ben, je peux arrêter 1 heure dans ma journée, reprendre plus tard. Je gère mon horaire et ça n'a pas de prix. Donc, travailler, il faut le faire. Cet après-midi, je dois faire des travaux à la maison, et ben évidemment, pendant que je vais pouvoir faire mes travaux, je vais pas travailler, je serai tranquille, et puis je vais pouvoir faire ce que je veux. Exactement. Magnifique. Bon, est-ce que tu as regardé un petit peu l'actualité du moment? Est-ce que tu as vu un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, justement, de l'accompagnement, des challenges, des formations, etc. Est-ce que tu as vu un petit peu ce qui se passe? Ah, le beau clash Anthony Bourbon, Hakim Ben Othman. Exactement. Bah, moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible d'un côté comme de l'autre. J'ai jamais été partisan des guéguerres. J'ai jamais été partisan du fait de vouloir écraser un autre pour montrer que t'es meilleur. Enfin, tu vois, je pense à Bourbon parce que pour le coup, c'est lui qui a initié les hostilités entre eux deux. Ils ont tous les deux exactement le même type de club et je trouve triste, scandaleux, dommage, je sais pas quel qualificatif y mettre, de devoir, et même si ce n'est pas lui qui a, je vais pas dire révélé parce que j'ai aucune idée de si c'est vrai, si c'est pas vrai, et franchement je m'en fous. Mais le premier, c'est Mousse, là, Laurent, qui a sorti une vidéo sur Hakim Ben Othman où il explique que il n'aurait pas vendu 120 millions d'euros, qu'il n'aurait pas d'argent, que si, que là. Enfin, je m'en fous, je veux pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais la récupération qu'en a fait Anthony Bourbon pour taper dessus et expliquer c'est moi le meilleur, venez chez moi, n'allez pas chez lui, je trouve ça dramatique. Je pense que quand tu as de la valeur intrinsèque, t'as pas besoin d'aller défoncer les autres. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit venez chez nous parce qu'on est meilleur que X ou Y. Je vais citer personne. On n'a pas besoin de ça. C'est ça. Mais après, est-ce que tu penses pas que ça peut être un coup marketing? Parce que du coup, là, qu'on les aime ou qu'on les déteste, tout le monde parle d'eux. Et donc, forcément, ça a amené beaucoup plus de visibilité aux deux et au club des deux. Donc, il y en a qui vont préférer Hakim Ben Othman, il y en a qui vont préférer Anthony Bourbon, mais par contre, bah, forcément, les deux, au final, vont récupérer une fanbase. Et je pense vraiment que ça peut être un coup comme ça, un coup marketing de, bon, bah viens, on se connaît, on se tape dessus sévèrement pour que ça parle vraiment, parce qu'on peut pas faire du mini clash de fillettes.
Mais si on se tape vraiment dessus, sachant que derrière, chacun pourra apporter ses preuves et prouver, bon, bah, l'autre, il dit des conneries et l'autre, il dit des conneries. Et au final, ça fait monter la puissance des clubs des deux et donc ça ramène encore plus de monde dans les clubs. Je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais là, je pense pas que ce soit le cas. J'ai vu des vidéos qui expliquent ça, hein, qui disent que très certainement, ils le font exprès. Je pense pas que ce soit le cas parce que là, ça va beaucoup trop loin. C'est trop virulent. On sait, évidemment, t'as raison que toute pub est bonne à prendre. Une mauvaise pub, c'est une pub quand même. Mais là, pour le coup, voilà, ça va trop loin. Hier, il y a Hakim, il faisait un challenge sur ou un webinaire où il parle d'automatisation IA. Il se faisait défoncer dans les commentaires et personne n'a envie de se faire ce genre de bad buzz parce que tu sais inévitablement que derrière, si tu as un événement dans les jours ou les semaines qui suivent, tu vas te faire défourailler dans les commentaires et c'est pas bon, quoi. Enfin, tu sais, le peu de gens qui n'ont pas été au courant de ce qui s'est passé, qui n'ont pas vu de vidéo passer, qui se sont inscrits à son challenge ou son webinaire, encore une fois, je sais plus trop, mais qui voient Hakim Ben Mythoman, Hakim t'es un mythoman dans les commentaires, c'est pas bon, quoi. Enfin, tu vois, c'est très négatif. Je pense pas, ça va trop loin cette histoire. On voit vraiment la mentalité des gens, c'est que malgré tout, bon, il a prouvé, il a vendu 117 millions sa chaîne Nabab Kebab. Donc ça y est, ça il l'a prouvé. Le mec, il est millionnaire. Quand un mec qui a vendu une société 117 millions, il te dit quelque chose, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Quand il te parle de business, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Et en fait, vraiment, tous les mecs qui viennent sur son webinaire pour Hakim Ben Mythoman, Hakim ceci, Hakim cela, mais t'as que ça à faire un dimanche soir. Le mec, il est en train de bosser pendant que toi, tu l'insultes sur les réseaux. Mais lui, il a 117 millions sur son compte. Et toi, t'as quoi? T'as rien du tout. Et donc, c'est toujours la même mentalité. En fait, c'est que ceux qui critiquent, c'est ceux qui font pas. Ouais. Et tu sais, ça vient d'une mentalité extrêmement paternaliste. Tu sais, en France, en francophonie, je peux dire, t'étais vraiment cadré comme un petit enfant. Et en fait, c'est jamais moi qui irai dénoncer les arnaqueurs, les voleurs, les fraudeurs. On peut en parler. Mais jamais je vais m'en faire un fer de lance et commencer à faire des vidéos pour attention, un tel, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un machin, parce que je pense qu'on est tous des adultes responsables, que on est tous normalement doués d'intelligence et de raison, normalement, et que donc, c'est à chacun de prendre les précautions qu'il faut pour ne pas te faire scammer, pour pas tomber dans des pièges, pour ne pas, faut pas surapprendre, faut pas se dire, tiens, ouais, il y a effectivement des scammers, donc je ne veux plus absolument rentrer dans aucun programme, je ne veux plus me former, je ne veux plus X, Y, parce que, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de scammers. Donc ça, c'est surapprendre, mais il faut pas non plus, faut pas non plus commencer à perdre ton temps à dénoncer. Si tu veux dénoncer tous les voleurs, dénoncer tous les scammers, tu passes ta vie à ça. Et ça non plus, ça n'a pas d'intérêt, on s'en fiche. Je pense que voilà, t'es adulte. Moi, je suis grand consommateur de formation et de programmes parce que je l'ai toujours dit, je le répète, si je dépense 500, 1000, 1500, 5000, 9000 comme on a payé il y a pas longtemps pour avoir notre formation aux US et pouvoir performer plus, on a payé 9000. Il y a plein de choses, on les connaissait déjà. Il y a plein de choses que c'était du vu et revu, mais il y a 2-3 petits points qui nous ont avancé, qui nous ont fait gagner énormément de temps et que du coup, notre investissement de $9000, il a été largement rentabilisé et rapidement parce que au lieu de l'apprendre de nous-mêmes, on l'a appris d'un autre. Ça nous a permis d'aller droit au but et du coup, c'était une opération intéressante. Encore une fois, on aurait pu se faire scammer, on aurait pu tomber sur la mauvaise formation. Non, on est doué d'intelligence, on a regardé un peu les avis, on a regardé un peu les communautés. Ça nous a permis de faire un choix éclairé et c'est très bien comme ça. Et ça m'était arrivé il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu te souviens que j'avais payé une petite formation. C'était sur... Que tu as reçu par SMS. C'est ça. C'était une petite formation que j'avais reçue par SMS. Il y avait un e-book qui faisait 12 pages qui avait été fait sur Canva. Et bonjour, voici votre formation. Et un pauvre e-book de 12 pages. Et j'avais payé ça 500 balles. Maintenant, voilà. Même si quand je l'ai reçu, j'étais tellement dégoûté que je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Même si j'avais appris ne serait-ce qu'un petit truc qui m'aurait rapporté plus que 500 €, et évidemment, j'aurais été très rentable sans aucun doute.
Mais voilà, là c'était vraiment du foutage de gueule. Et on le sait dans le milieu, il y a énormément de mecs qui voient de la lumière et qui rentrent là-dedans parce que bah en effet oui, c'est pas une conseillère Pôle emploi qui va t'apprendre à vendre sur Amazon, c'est pas une conseillère Pôle emploi qui va t'apprendre à créer une boutique Shopify. Et tous les nouveaux métiers en fait qui actuellement, que ce soit le e-commerce, etc. Dans tous les cas, quand tu veux être indépendant, bah t'as pas le choix. C'est pas une conseillère Pôle emploi qui va t'apprendre un métier d'indépendant. À Pôle emploi, ils t'apprennent à être le petit salarié, le petit toutou de l'État et à faire les choses comme il faut, aller travailler de 8h à 17h et à faire tes horaires et à prendre tes 1500 € à la fin du mois. Mais par contre, dès que tu veux te lancer en indépendant, bah, il va falloir que tu te formes. Et dans le milieu de l'entreprise, hein, c'est quelque chose qui est connu depuis des années. Les formations professionnelles, ça fait des années, ça fait plus de 30 ans que ça existe, les formations professionnelles. Il y a des centres de formation officiels en France. En Belgique, je sais pas s'il y a ça aussi. Mais en France, voilà, il y a des centres de formation. Ça fait 30 ans qu'ils vont former que des pros. J'étais mécanicien pendant 15 ans. Franchement, il n'y a pas une semaine où j'avais pas l'occasion de partir en formation à droite ou à gauche. Évidemment, malheureusement, j'avais pas le temps de les faire. J'en faisais juste quelques-unes sur l'année. Mais j'étais constamment appelé à aller en formation sur X, sur Y, sur diverses technologies pour rester tout le temps à jour et au courant de ce qui se passe. C'était absolument nécessaire. Hein, tu vois, même chose, j'étais formé, j'avais des diplômes de mécanique relativement élevés. Tu vois, un diplôme, il y a de toutes sortes. Tu peux être aide mécanicien et tu peux être technicien automobile. C'est pas du tout la même chose. Malgré tout, j'avais constamment des accès à des formations et Dieu sait que j'en avais besoin et Dieu sait que j'en avais certaines qui étaient offertes par des marques, j'en avais certaines qui étaient offertes par des fournisseurs et j'en avais certaines où je devais payer et même quand c'était offert par un fournisseur ou par une marque, j'avais parfois une quote-part à payer. Tu sais, au lieu de payer X, je payais Y et c'était absolument nécessaire. Donc la formation, oui, ça reste quelque chose de super important. Même chose, j'aurais pu l'apprendre en autodidacte dans mon coin, être face à un problème, ne pas arriver à le solutionner, essayer de réfléchir, comprendre et au final trouver la solution. Bon, encore une fois, le temps gagné, il est inestimable. Hein. C'est ça. Mais tu vois, un exemple tout bête, hein, comme tu le sais, quand j'étais jeune, j'ai eu une boîte d'événementiel. Et donc, forcément, à ce moment-là, je m'étais formé sur tout ce qui était montage, etc. Et Aurélien, qui travaille avec nous régulièrement, il m'appelle la semaine dernière, il avait besoin de faire quelque chose et en fait c'était juste une image qu'il la mette à la bonne dimension, etc. Et il vient d'acheter un nouvel ordinateur, mais dessus il n'y a pas Paint ou les anciennes applications qu'on pouvait utiliser sur les vieux Windows. Et en fait, il m'appelle et il me dit tu sais pas comment je peux faire. Donc j'explique voilà, tu le fais avec Canva, tu remets la taille, la bonne taille sur ton image, etc. Et il me dit mais ça fait 1 heure que je galère. Et tu vois, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu m'as pas appelé il y a 1 heure? Parce que là, du coup, tu as perdu 1 heure pour rien. Moi, en 10 secondes, je te donne l'information. Et c'est exactement ça. C'est que pourquoi tu vas aller te galérer des fois, attendre des heures, des semaines, des mois à obtenir quelque chose. Tout ça pour, dans la finalité, pouvoir avoir la réponse en instantané de quelqu'un. Et donc, c'est exactement ça. C'est à ça que ça sert en fait une formation. C'est à ça que sert l'accompagnement d'Hakim Ben Othman ou l'accompagnement justement d'Anthony Bourbon, parce que eux, c'est des clubs d'investisseurs sur de l'immobilier. Évidemment, demain, si tu veux investir dans de l'immobilier, tu peux le faire sans eux, sans aucun doute. Sauf que tu vas aller beaucoup plus vite en ayant leur savoir, leur contact, etc., etc. Et c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé hier de la présentation de Brice? Qu'est-ce que tu penses de son logiciel? Sa présentation, bon, on s'en fiche, mais son logiciel, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, franchement, le logiciel, il a l'air vraiment banger. J'ai fait mon inscription, donc je vais pouvoir tester ça. Et franchement, c'est magnifique. Le logiciel, il est ultra complet. Et c'est là que tu vois en fait la différence entre quelqu'un qui fait un SaaS pour vendre. Un exemple tout bête, hein. Hier soir, je pourrais te montrer la conversation. Il y a un jeune qui m'a contacté, qui a lancé le même style en fait de logiciel, sauf que lui, il est pas vendeur Amazon. Donc lui, il m'a sur les messages. Attends, je vais reprendre rapidement la conversation qu'il m'a envoyée. Mais en gros, sur les messages, il me dit, je cherche un groupe comme le vôtre où je peux promouvoir mon logiciel. Mais c'est pas du tout un vendeur Amazon. Et donc, je lui ai posé des questions
Il m'a dit, en gros, c'est un logiciel qui va t'aider pour le sourcing, etc. Donc, je vais demander, est-ce qu'il va chercher les infos en direct sur le site? Il s'actualise tous les combien de temps? Sur quel site il va aller chercher les informations? Est-ce que tu as inclus les réglages de rentabilité en comptant les fees Amazon, etc., etc. Et en fait, vu qu'il est pas vendeur Amazon, lui, il en sait rien. Et donc, tout ça, donc ce logiciel, je lui ai dit, écoute, moi, ton logiciel, clairement, c'est pas le type de logiciel qui va m'intéresser parce que ce logiciel-là, il n'a pas été créé par un vendeur. Et le logiciel de Brice, on voit vraiment qu'il est créé par un vendeur Amazon pour les vendeurs Amazon. Parce que t'as tous les petites infos et tous les petits tips qui vont te servir dans ton sourcing et qui nous manquait à l'heure actuelle en utilisant uniquement CLRMP ou uniquement Keepa. Et franchement, le logiciel, il est très très intéressant. Après, c'est le vieux de la vieille, hein, Brice, donc... C'est ça. je pense qu'il a commencé un petit peu avant moi, je pense. On en parlait la dernière fois, je crois que c'était vers 2015 qu'il s'est lancé, 2015-2016. Donc oui, ça fait des années qu'il est dans le milieu, ça fait des années qu'il côtoie Amazon, ça fait des années qu'il est sur le business. Et il y a encore pas si longtemps, il est passé dans un épisode de 66 minutes qui parlait de l'arbitrage Amazon, alors que ça fait 1 an qu'il a pas publié sur TikTok. Mais il est tellement connu dans le business que du coup, forcément, dès qu'une émission de télé veut parler de notre métier, la première chose qu'ils font, c'est « Attends, on va appeler Brice ». Ouais. Moi, je pense, enfin, tu sais que il y a bien longtemps que je n'ai plus fait de sourcing physique et je pense que le fait de pouvoir scanner des centaines de produits sans prendre la tête et juste lancer la recherche pour qu'il te ressorte uniquement les bons, je pense que ça peut me réconcilier de temps en temps avec des petites sessions de sourcing physique. Aller chercher, parce qu'encore une fois, il y a parfois de très 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 grosses rentas sur le physique. Sur le physique, t'as cette chance quand même qu'il y a encore une notion de lieu. Avec le online, tu sais, tout est accessible à tout le monde. Avec le physique, t'as vraiment des fiches produits pépites sur lesquelles t'as la certitude qu'il y aura juste toi. Et ça peut être intéressant. Et donc, cette spécification peut me réconcilier avec des sessions de sourcing physique de temps en temps. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, par exemple, pour ceux qui sont proches de la région parisienne, les zones où il y a énormément de magasins de déstockage, dans chaque magasin, tu as des centaines de milliers de références. Forcément, moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux membres qui me disent en physique, j'ai un petit peu de mal à trouver, etc. Je leur dis, s'il y a 100 000 références dans le magasin, tant que t'as pas fait tes 100 000 scans sur SellerMP, ça veut dire que t'as pas cherché comme il fallait. Parce que s'il y a 100 000 références, il y a 100 000 possibilités. Et on a vu du coup hier sur Kikla qu'on était à 620 millions de références sur Amazon maintenant, et donc sur Amazon France uniquement. Et on est à plus d'1 milliard sur Amazon US. Et donc encore une fois, même si tu prends que 1% de produits qui est rentable pour nous, il y a encore des millions de produits qui sont rentables. Et donc forcément, si tu scannes pas tout, tu peux pas me dire j'ai tout fait et ça marche pas parce que t'as pas tout fait. Et donc là, avec son logiciel, tu vas pouvoir scanner 200 produits à la suite, analyser les 200 d'un coup et tu gagnes un temps qui est énorme. Exactement, Eratom, parce que depuis il y a pas très longtemps, je vous parlais de 350 millions de références produits sur le marché français. On est passé à 450 millions récemment. Ici, Greux Eratom, parce j'ai les chiffres devant les yeux, du coup, j'ai été les rechercher. On est à 623, bientôt 624 millions de produits uniquement sur le marché français. 632 millions sur le marché anglais. Produits qui sont souvent très différents parce que déjà tout ce qui est prise électrique, c'est pas la même chose. Enfin voilà, donc c'est des produits qui peuvent potentiellement être différents. 697 millions sur le marché allemand, colossal, et 1,331 milliard sur le marché US. Encore une fois, la question, est-ce que la concurrence est un problème en arbitrage? Encore une fois, évidemment qu'on n'est pas rentable sur l'intégralité, évidemment que c'est une petite proportion, mais même si on a 10% de produits intéressants, et je pense que, tu sais, hier avec le logiciel de Brice, justement, c'est ce qui ressortait un petit peu, quand il faisait du scrapping de sites ou des analyses de catalogue, sur 1000 produits, il y en avait 100 qui ressortent bons, donc on est à 10%. S'il y a 10% de bons produits, ça reste 63 millions en France,
130, ouais, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 131 millions aux US. Donc, c'est absolument colossal. C'est absolument colossal. C'est pas les dizaines de milliers de vendeurs en arbitrage qui vont épuiser le marché et le fatiguer en termes de concurrence. Hein. Bah, c'est ça. Et après, c'est pareil, c'est que s'il y a de la concurrence, c'est que ton marché, il est prospère. Exactement. Et un marché où il n'y a pas de concurrence, bah, c'est que c'est éclaté. C'est que ton marché, il est en train de mourir. Demain, tu te lances sur un truc où il y a zéro concurrent, bah, t'es tout seul. Enfin, tu vois, j'avais vu, il y a pas très longtemps, il y a des mecs qui ont essayé de créer un petit peu, une chaîne, en fait, de fast-food, mais de fast-food où ils vendaient des espèces de checkers pour le sport ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un truc vraiment très niché, très niché. Évidemment, ils avaient zéro concurrent. Bon, bah le commerce, il a tenu même pas 6 mois. Ouais. Donc ça se trouve, il y en a maintenant qui vont relancer, qui vont adapter, qui vont améliorer l'offre, etc. Ou ça se trouve, il y en a même peut-être en région parisienne qui ont réussi à améliorer ce genre de business-là. Mais quand tu te lances dans un business où il n'y a pas de concurrent, bah, c'est à toi de tout faire. Alors que quand tu te lances dans un business où il y a des concurrents, et bah en fait tout le monde travaille ensemble. Nous, tu vois, dans le groupe, c'est assez dingue quand même justement cette solidarité qu'il y a. Et pour preuve, hein, c'est que 2 fois par jour, ils font des visios de coworking. Et donc 2 fois par jour, en fait, ils vont bosser ensemble pour trouver des produits ensemble. Et ils ont bien compris que, bah, en fait, en travaillant ensemble, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que quand chacun bosse de son côté, parce que bah, des fois, tu es fatigué, des fois, tu as la flemme, des fois, tu trouves pas, des fois, tu vas chercher sur des mauvais sites, etc. Et je pense vraiment que, pour moi, la concurrence, elle est vraiment bonne, en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, en Belgique, en France, ou n'importe où, bah, les restaurants, à chaque fois, ils sont tous les uns à côté des autres. Et le petit restaurant qui est à l'autre bout de la ville, qui est tout seul dans son coin, et bah, en général, il a plus de place libre que les restos où ils sont tous pleins. Parce que le monde attire le monde. Et forcément, plus il y aura de vendeurs sur Amazon, et plus il y aura de clients aussi sur Amazon, parce qu'on trouvera encore plus de produits. Il y a ça, donc comment dire, les galeries commerciales, ben tiens, je vais chez X et au final, ça va me permettre d'aller chez Y parce que je vais être hypé par la vitrine ou autre. Mais il y a aussi de la psychologie pure et dure en marketing qui a été étudiée par Pepsi et Coca-Cola il y a déjà 50 ou 60 ans. Ils ont analysé et en fait, le fait d'avoir un distributeur de Coca-Cola seul VS un distributeur de Coca-Cola avec juste à côté un distributeur de Pepsi, les ventes sur les deux augmentent. C'est pas que les ventes sur un seul augmentent, c'est les ventes sur les deux augmentent. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la question en psychologie, ce n'est plus est-ce que je vais boire un Coca-Cola, c'est est-ce que je vais boire un Coca-Cola ou un Pepsi. Et du coup, c'est fondamentalement différent. Et c'est la nature humaine, en fait. Hein. Mais Coca-Cola avait réussi à bien rebondir, justement, ou c'est Pepsi, je sais plus c'était lequel qui avait réussi à bien rebondir et qui avait fait une pub où il y avait les deux distributeurs l'un à côté de l'autre et puis il y en a un qui prend un enfant en fait qui prend une canette d'un juste pour monter dessus pour pouvoir sélectionner sur l'autre distributeur. Et franchement la pub elle était pas mal. Mais donc du coup tu vois justement on a parlé un petit peu d'Hakim Benotman, on a parlé un petit peu d'Anthony Bourbon, on a parlé un petit peu de Brice, d'AMZ Booster et maintenant du coup avec son logiciel Profit Arbitrage qui fait également beaucoup de ventes en direct live sur Whatnot. Si vous voulez, on vous mettra dans la bio. Je sais que Brice, il a un lien pour Whatnot qui offre 15 € à l'inscription. On pourra le mettre aussi dans la bio. Mais souvent, on dit, oui, mais si tu gagnais vraiment de l'argent dans ton business, tu serais pas sur les réseaux. Et donc là, tu vois, on a vraiment les contre-exemples. C'est qu'on a Brice, sur M6, ils l'ont dit, sa société sur Amazon, elle fait plus d'1 500 000 de chiffre par an. Hakim Benotman, multimillionnaire. Anthony Bourbon, multimillionnaire. Et pourtant, ils sont sur les réseaux. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça, justement, de tous ceux qui peuvent dire oui, mais si ça marchait réellement, vous seriez pas sur les réseaux? Mais que, en fait, ça paraît caricatural ce que je vais dire, mais c'est tout simplement ce que je pense au plus profond de moi, c'est que ce genre de parole ne peut venir que d'un employé, et c'est sans aucune insulte, c'est juste la différence entre le cerveau d'un entrepreneur et le cerveau d'un employé, c'est que l'employé, il se dit, voilà, moi j'ai besoin de 5 000 pour vivre, s'il gagne 6 000, c'est l'apogée, c'est merveilleux, il en reste là, et en fait, voilà, ses seules préoccupations, c'est comment je vais jouir du peu de temps que mon patron me laisse.
moi j'ai un cerveau d'entrepreneur. Encore une fois, depuis l'âge de 18 ans, j'ai vu mon père être entrepreneur. Mon père était professeur de mécanique, je l'ai déjà dit. Malgré tout, il a ouvert un garage qui a prospéré et il arrivait à cumuler 2 temps plein. Il faisait temps plein dans son garage, plus temps plein à l'école. Il a toujours joint les deux, il a toujours eu un esprit d'entrepreneur. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai toujours voulu aussi être entrepreneur. Et il faut comprendre qu'encore une fois, notre cerveau n'est pas forcément modelé comme celui d'un employé. On s'embête, on a besoin de faire des choses, on a besoin de créer, on a besoin... Pourquoi est-ce que Warren Buffett, qui est lui clairement multimilliardaire, et personne ne va pouvoir dire oui mais non, mais c'est pas vrai, non, il est clairement multimilliardaire et il vend des livres. Il les donne pas, il les écrit, ça c'est la première chose. On peut dire ouais mais peut-être il s'embête, oui mais s'il s'embête et qu'il crée des livres, il peut vous les donner, il est multimilliardaire, il a pas besoin des rentes de ses livres et pourtant il les vend, il vend des livres, il fait des interviews à la télévision, il parle publiquement, il est encore actif dans Berkshire Hathaway alors que il a plus de 80 ans et il travaille toujours. Donc on est des entrepreneurs, donc effectivement on gagne de l'argent grâce à Amazon. Effectivement, on gagne de l'argent grâce aux accompagnements, et on peut le dire. Et l'un n'empêche pas l'autre. À aucun moment dans ma vie, je vais me dire, bah tiens, je fais 30 000 euros de bénéfices nets par mois sur Amazon. Ah, j'ai besoin de rien de plus. Ben, bien sûr que si, j'ai besoin de faire grossir mes entreprises. J'ai besoin de jouir de la vie. Hein. Tu sais que là, je suis en expatriation à Palerme. Et il n'y a pas très longtemps, je te disais pour rigoler, hein, on parlait du prix de l'immobilier là-bas. Tu as déjà des maisons à restaurer au cœur de la Sicile dans des endroits extraordinaires à 15, 20, 25 000 euros. Et j'ai dit à Christopher, sur le ton de la rigolade, mais on mettrait une capture d'écran parce qu'ils vont dire les gens que tu manques, c'est pas vrai. On mettra juste une capture d'écran de Idealista en Italie. Regardez la maison, elle a 15 000 euros. Et j'ai dit à Christopher, moi, ça me dérange pas d'acheter une maison par semaine. Et putain que c'est vrai. Si ça me dérange pas d'acheter une maison par semaine. Donc, effectivement, je rajouterai toujours des activités à mes activités. Et c'est ça l'esprit d'entrepreneur. Et encore une fois, c'est pas pour la finalité que je fais ça. C'est pas pour la maison par semaine. Si je parlais d'une maison par semaine, c'est pas pour le plaisir c'est pas pour la maison en tant que telle. C'est pour le challenge. C'est ça qui me fait vibrer. C'est de lancer un business, c'est de le faire fonctionner, de l'optimiser. Et ça me fait vibrer. Ça me fait putain de plaisir, en fait. Ça me rend heureux. Et dans la vie, d'ailleurs, les gens qui vivent le plus longtemps sont les gens qui ont des activités, qu'elles soient rémunératrices ou pas. Souvent, les gens sont en bonne santé, travaillent pendant X années. À 65 ans, ils prennent leur retraite. Et à 66, ils se chopent des cancers, ils meurent ou ils deviennent, où ils ont une pente descendante extrêmement rapide. Ça veut dire, ils étaient actifs à 65 et à 65, ils sont pensionnés. À 66, ce n'est plus les mêmes hommes. Ils sont courbés, ils marchent doucement, ils sont fatigués. C'est pas le hasard en fait, c'est juste l'arrêt de l'activité qui engendre une décrépitude du corps, si je puis dire comme ça. Et tu vois, pour ça, j'ai un exemple très concret. Hein. J'ai ma grand-mère, elle a... mon fils, il a 6 ans, donc elle a 86 ans. Ma grand-mère travaille encore tous les jours. Elle travaille avec un huissier. Elle va taper chez les gens pour leur dire « Vous avez des dettes, dégagez ». Et en fait, elle travaille encore tous les jours à 86 ans. Elle boit tous les midis sa petite coupe de champagne ou son petit verre de rosé. Et en fait, elle est en pleine forme. Et à chaque fois, on rigole avec ça, mais on lui dit en fait tu vas tous nous enterrer parce que quand tu la regardes, elle est en pleine forme. Elle fait, pour te donner un exemple, elle habite à peu près 25 minutes en voiture de chez ma grande sœur. Elle y va en vélo. En vélo, elle met 1h30 ou 2h, je sais pas exactement le temps qu'elle met, mais elle prend son vélo, elle part du centre-ville, elle va dans la campagne où ma sœur elle habite. Et en fait, tu vois, c'est typiquement ça, c'est que demain, si elle arrêtait tout, je suis sûr qu'elle se laisserait mourir à petit feu d'elle-même, parce qu'il y aurait l'ennui, parce qu'il y aurait tout ça. Mais je pense que, justement, un peu ce côté où en fait, ça me rappelle un peu quand on était enfant. Je sais pas si tu te rappelles, quand t'étais à l'école, tu pensais que la maîtresse, elle dormait à l'école. Et c'est exactement ça. Les gens pensent que les entrepreneurs, ils vont jamais sur TikTok, ils vont jamais regarder une vidéo YouTube, ils vont jamais allumer la télé,
Bah non, en fait, les millionnaires, ils ont la même vie que tout le monde et les entrepreneurs, ils ont la même vie que tout le monde. Le soir, à 22h, quand je suis sur mon canapé et qu'il n'y a rien à la télé, bah, je vais aller scroller sur TikTok et je vais voir un petit peu ce qui se passe comme tout le monde. Et pourtant, bah oui, je gagne bien ma vie et pourtant, je travaille dur et pourtant, mais dans la finalité, là, on est comme tout le monde et c'est comme la maîtresse. Non, le soir, elle rentre chez elle. Si vous aviez toujours pas compris, votre maîtresse, le soir, elle rentrait chez elle, promis. Après, encore une fois, hein, c'est une mentalité franco-française ou francophone, si on peut dire, mais plus franco-française, parce qu'en Belgique, on a quand même un tout petit peu plus un esprit anglo-saxon. Voilà, en France, c'est bien connu. Le dicton pour vivre heureux, vivons cachés n'est pas plus vrai ailleurs qu'en France. Et dans le monde anglo-saxon, ça n'a rien à voir. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi Elon Musk passe sa vie à tweeter, pourquoi, encore une fois, Warren Buffett écrit des livres, pourquoi Alex Hormozy a fait, je pense, plus de 100 millions de dollars en un challenge, hein, et, en 24 heures, en vendant des livres physiques. Pourquoi est-ce qu'il passe sa vie à faire des vidéos YouTube d'1h30, hein, plusieurs fois semaine? Personne ne se pose la question. Il n'y a qu'en France où on se pose ce genre de questions, parce qu'en France, faut te cacher. Si t'as le malheur de gagner un peu plus que la moyenne, t'es un voleur et du coup, t'es suspect, quoi. Hein, et je rappelle qu'en France, si tu gagnes plus de 4000 euros par mois, tu fais partie du 7%, du top 7% des Français. C'est pas merveillusant, hein. C'est ça. Quand tu vois que le SMIC en Suisse, il est déjà à 4000 euros, grosso modo, tu te dis quand même que c'est hallucinant que tu fais partie du top 7% quand tu gagnes un salaire suisse ou luxembourgeois. Et je vais m'attirer les foudres en disant ça, mais je te jure, tu me descends aujourd'hui à 4000 euros par mois, je sais pas du tout comment je fais, hein. Tous les mois, je regarde mes relevés de compte et je me dis, mais putain, mais comment j'ai fait pour dépenser tout ce pognon, hein? Et je fais rien d'extraordinaire, d'absolument extraordinaire. Enfin, j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires et pourtant, qu'on ne me descende pas 4000 euros par mois, ça ferait très mal. On en parlait avec ma femme cette semaine et je lui disais, même si demain Amazon ferme, on peut plus rien faire, on peut plus travailler, bah je pourrais pas retourner travailler pour un patron et gagner 2000 euros par mois parce que maintenant forcément t'as le train de vie qui va avec, t'as la maison qui va avec, t'as tout qui va avec et même si je sais que pour beaucoup c'est dingue de dire qu'avec 2000 euros on peut pas vivre, mais parce que bah forcément t'as tous les à côté qui vont avec. Mon fils il est en école privée, l'école privée c'est 350 euros par mois. Bah, déjà si tu gagnes 2000 euros par mois et que t'enlèves 350 euros à ton budget pour payer une école, bah, ça devient déjà assez compliqué à financer, tu vois. Donc c'est tout un système qui est fait pour que quand tu commences à gagner de l'argent, bah, si tu tombes, tu vas vraiment tomber de très haut. Oui. J'allais dire un truc, mais mon cerveau, je passe tout le temps ma vie, tu sais, on parle et en même temps, je réfléchis à 1000 choses en même temps en rapport avec notre conversation, et du coup, parfois, je perds un peu le fil. Ce que je veux dire, oui. Donc, tu dis, oui, la question, hein, si Amazon arrêtait, demain, on ne peut plus vendre sur Amazon. Bon, spoiler alerte, c'est pas près d'arriver, hein, ils n'arrêtent pas d'investir, ils n'arrêtent pas de grandir. Quand je me suis lancé en 2018, pendant longtemps, j'ai eu ce petit truc où je me disais, waouh, c'est incroyable, c'est magique, c'est extraordinaire, mais ça va s'arrêter. Tu vois, pour moi, ça pouvait pas durer. Ça allait s'arrêter inévitablement. C'était de la chance, c'était X, c'était Y. Ça m'a pas empêché de me lancer à temps plein. Ça m'a pas empêché d'arrêter totalement mon snack. Je l'ai remis sur quelques semaines, c'était fait. Après, l'occasion fait le larron. J'avais un concurrent en face, Kerem, qui m'avait plusieurs fois soumis l'idée, tiens, si un jour tu remets, n'hésite pas à me le dire. Ben voilà, je l'ai pris au mot. J'étais chez lui, j'ai dit, vas-y, Kerem, je remets. Et donc voilà, ça a été très vite. Mais malgré tout, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, Arnaud, attention, parce que ça va s'arrêter. Arnaud, attention, c'était de la chance. Arnaud, surtout que notre business, c'est un business d'opportuniste, hein. Il faut trouver l'opportunité, la voir. Et en fait, c'est pas, ça peut ne pas sembler pérenne, effectivement. Mais en fait, on tape dans un dans un marché tellement immense que les opportunités, elles sont là tous les jours, elles seront là tous les jours et ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est vrai que, si tu veux être extrêmement cartésien, pendant longtemps, je me suis dit, Arnaud, t'as eu de la chance, ça sera pas toujours comme ça. Maintenant, ça fait 7, bientôt 8 ans que je fais ça. J'ai bien compris que ça durera toujours. Amazon ne cesse de se développer. Mais, faut que j'aille dire, pour rebondir à ce que tu dis,
ça rejoint en fait la question qu'on se posait juste avant. Ah, pourquoi est-ce que tu gagnes tant d'argent? Pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que tu fournis des accompagnements? Pourquoi est-ce que tu as un business sur le côté? Pourquoi est-ce que si Amazon c'est si pérenne, pourquoi est-ce que tu veux faire de l'immobilier? Pourquoi? En fait, on en revient à notre esprit d'entrepreneur. Et oui, si Amazon arrêtait demain, ils ferment, il y a une loi qui est votée, Amazon est illégale, on ne peut plus, ils ne peuvent plus travailler, ils sont obligés de fermer boutique. Encore une fois, ça n'arrivera jamais. On a un esprit d'entrepreneur, donc on va rebondir sans l'ombre d'un doute. On fera autre chose. C'est ça. C'est exactement ça. Mais et tu vois, dans ce que tu dis, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que t'as dit justement que nous on fait un métier d'opportunisme et que on va juste aller chercher des opportunités. Donc que ça peut pas sembler pérenne, mais encore hier on en parlait du coup avec Brice et on a eu nous le cas concret il y a pas longtemps avec un membre qui nous a rejoint qui faisait avant du private label et très souvent quand on voit les commentaires sur les publications des vendeurs Amazon, oui mais une fois les frais Amazon déduits, oui mais ceci, oui mais cela, oui mais ceci, oui mais cela, et tu gagnes plus d'argent. Et dans la finalité, nous, c'est ce qu'on a pu voir hier, et Brice, c'est ce qu'il a pu aussi nous valider, c'est que dans le private label, t'as les frais de stockage, vu que tu vas envoyer des grosses cargaisons d'un coup, tes frais de stockage, ils sont énormes, alors que nous, ils sont ridicules. Nous, quand tu regardes, tes frais de stockage, c'est 1 ou 2 centimes par unité par mois, parce qu'on vient pas prendre des places entières, on vient pas prendre des mètres carrés énormes, on prend pas 600 mètres carrés d'un coup pour remplir avec 70 palettes. Donc, évidemment, ça peut paraître énorme, mais en fait, malgré tout, même si nous, c'est censé être moins périn, parce que on fait de l'opportunité et des fois il y a pas d'opportunité parce que là on sait que fin novembre il y a le Black Friday, donc forcément les magasins ils vont un petit peu moins déstocker avant le Black Friday parce qu'ils vont beaucoup déstocker pendant le Black Friday, donc on va avoir un petit peu moins d'opportunités pendant quelques semaines, mais il y en aura toujours. Ça faut pas oublier, c'est que dans tous les cas il y a toujours des opportunités. Mais voilà, au final, c'est ce qui permet à nos sociétés de faire des meilleurs bénéfices et de rester stable sur le long terme. Parce que on est moins matraqué par les frais, on est moins matraqué par plein de choses, on n'a pas de pub à payer. Et puis encore une fois, quand tu achètes un produit chinois et que tu colles juste ta marque dessus, t'as rien inventé, t'as rien créé. T'as acheté une merdouille chinoise et puis t'as juste posé ton nom dessus, mais comme t'as 280 concurrents qui ont fait la même chose sur le même produit et qui sont déjà listés sur Amazon. Voilà, c'est tout à fait. Là, tu vois, je regardais tout à l'heure pour une nouvelle webcam pour mon PC parce que celle-ci c'est une 1080p. Je me suis dit tiens, avec une 4K peut-être que je sortirais plus beau. Et dans la finalité, tu tapes webcam 4K sur Amazon. T'as la marque par exemple Ugreen qui est très connue, mais des Ugreen, en fait, il y en a dans toutes les marques. T'as exactement le même modèle, il ressort avec plein de marques différentes. C'est exactement la même chose. C'est tout fait pareil. Mais voilà, c'est quand même hallucinant de penser inventer quelque chose parce que demain, t'as un concurrent qui vient mettre un petit peu plus de pub que toi et puis il passera devant toi et puis il te pique tous tes clients. Ça, c'est tous les Ugreen dont tu parles. Ça, c'est tous les private labels qui pensent qu'ils ont un business pérenne, qui se battent entre eux à vendre exactement le même produit, juste sur une autre fiche produit. Tandis que nous, je le répète, pour ceux qui seraient parmi nous et qui n'ont pas compris, on fait de l'arbitrage, donc on vend de la marchandise sur une fiche produit qui existe déjà. Donc on analyse la fiche produit, on voit, par exemple, hier, j'ai commandé sur Amazon une cave Klarstein pour une cave à cigares. Je n'ai plus de place. J'avais besoin de plus de place, donc j'ai recommandé une cave Klarstein, 47 litres. Donc déjà un beau bébé. Je l'ai commandé sur Amazon. En fait, c'est un vendeur tiers qui la vendait, expédié par Amazon. Et ce n'est pas du private label, c'est une marque connue et reconnue. Donc, il y a une seule fiche produit pour la cave Klarstein 47 litres. On peut être plusieurs vendeurs à la vente et quand on l'analyse, bien, on voit que, tiens, il s'en vend 20 par mois. Je vais pas regarder, donc je donne un chiffre ainsi à titre d'exemple. J'en vends 20 par mois, les concurrents en ont XY. Si je sais que si j'en envoie 5, bien, tiens, je vais les vendre sur le mois, il n'y aura pas de souci. J'aurai pas de frais de stockage, comme l'a dit Christopher juste avant, et je vais prendre ma marge au centime près parce que quand j'ai fait mon analyse, on analyse le prix sur du long terme, on regarde à quel prix est-ce que se partage la buy box, et donc c'est un business où on avance avec de l'incertitude. C'est ça, en fait, on prend beaucoup moins de risques que dans plein d'autres business, parce que vu qu'on va travailler à flux tendu, ton risque de trésorerie, il est minimisé
par rapport à si demain tu dois faire une commande d'un container, ton container il te coûte 40 000 euros, derrière tu vas investir 10 ou 15 000 euros de pub dans la finalité. Voilà, nous c'est minimisé parce qu'on va acheter plusieurs produits différents et à chaque fois en minimisant vraiment les risques, parce que on va se dire tiens celui-là ça me dit qu'il y a 300 ventes par mois, bon ok, je sais que si j'en prends 150 je reste soft et je peux largement les vendre dans le mois, et donc la trésorerie tourne plus vite, on récupère la trésor plus rapidement et voilà, c'est vraiment magnifique. Mais je sais que moi voilà, ça m'intéresserait pas de créer ma propre marque, et pourtant je sais qu'il y a des vendeurs qui sont très bons, hein. Je pense à certains qu'on connaît comme Nassim, qui est un très bon vendeur en private label, qui vend énormément. Mais voilà, lui, il a trouvé vraiment les bons produits et surtout, je pense que il a à cœur de donner de la qualité. Parce que sur Amazon, en private label, t'as de tout. T'as aussi bien de la qualité, par exemple, tu vois, ce genre de micro-là. Moi, ce micro-là, je l'ai vu en pub sur une vidéo YouTube de quelqu'un. Et je pourrais me dire, bon le micro, en soi, j'aurais pu prendre n'importe quelle marque, ça aurait fait quasiment le même taf. Mais je voulais cette marque-là. Je voulais vraiment ce produit-là. Et pourtant, c'est du private label, donc ça, il y a de grandes chances que ce soit fabriqué en Chine et que il ait juste posé sa marque. Mais le concepteur, enfin le vendeur, a demandé la meilleure qualité. Alors que t'en as, ils vont te demander la meilleure qualité extérieure, mais à l'intérieur, c'est tout pourri. Et je sais que voilà, t'as des vendeurs comme Nassim qui veulent la meilleure qualité pour leurs clients. C'est pas le cas de tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a des fois des produits qui sont pas du tout bons à la vente, mais qui sont quand même vendus. De toute façon, pour clore, je pense vraiment que le private label, pour résumer, je trouve que c'est beaucoup plus élitiste. Le private label, voilà, tu peux gagner énormément d'argent, mais il y a un petit pourcentage des vendeurs qui vont tirer leur épingle du jeu et réussir à générer beaucoup de profit. Tandis que l'arbitrage, encore une fois, c'est tellement accessible, c'est tellement prévisible, c'est tellement prévisible que quiconque travaille va pouvoir générer beaucoup de profit. Et ça, c'est la différence. Oui, c'est sûr que c'est la grosse différence entre les deux. C'est que nous, n'importe qui peut se lancer, même sans être un expert de la pub, même sans être un expert de la photographie, parce que il faut des belles photos des produits, etc. Nous, on vend des produits qui sont connus, reconnus et qui se vendent déjà. Donc évidemment, toutes les étapes difficiles, on vient les passer. On a de la difficulté dans notre métier, évidemment. C'est pas si facile que ça, parce que sinon tout le monde le ferait. Mais à partir du moment où tu es bien accompagné et où on t'explique, bon voilà, ici ça va être compliqué, il va falloir que tu fasses comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, tu peux pas te planter, et il suffit juste d'écouter, de prendre les conseils qu'on te donne, et après d'aller chercher les résultats comme tous nos membres ont pu faire et comme on a pu montrer un petit peu en début de vidéo. Yes. Tu pars bientôt en Espagne? Ouais, je pars vendredi matin. Magnifique. Donc vendredi, je fais mon visio à 10h avec les membres, et puis juste après, je prends la route, je pars en Espagne. Est-ce que l'arbitrage nous donne vraiment tant de liberté? Eh ben écoute, Damien, avec qui on fera bientôt un podcast, pourra te le confirmer, hein, mais moi qui vais tous les mois ou tous les 2 mois en Espagne, et ben quand je vais en Espagne, je fais mon sourcing en Espagne, et ça c'est magnifique, et je pourrais le faire depuis l'Italie, je pourrais le faire depuis la Belgique, je pourrais le faire depuis Portugal, je pourrais le faire depuis n'importe où. C'est juste que voilà, moi j'ai l'Espagne dans mon cœur, donc je vais tout le temps en Espagne, et j'arrive à faire mon sourcing sur Barcelone, qui pourtant est une ville très touristique, et donc les prix sont pas forcément les plus avantageux. Et Damien, où on a montré ses résultats tout à l'heure, il fait plus de 4 000 euros par mois sur Amazon en habitant en plein centre de Barcelone. Et donc, et en plus, il a pas de voiture. Vu qu'il habite dans le centre, il se déplace en métro, et il nous avait envoyé plusieurs fois des photos où tu le voyais dans le métro avec ses gros sacs, ses gros remplis, les bras remplis, et il fait plus de 4 000 euros par mois depuis l'Espagne. Et pour l'Espagne, 4 000 euros par mois, c'est un très 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 beau salaire. Et puis encore une fois, avec le online, le monde est notre terrain de jeu. Hein. C'est ça. Et mais l'avantage, c'est que voilà, vu qu'Amazon est présent partout, demain tu pars en vacances aux États-Unis, tu pars pendant 20 jours, et ben tu pourras même faire du sourcing en magasin aux États-Unis, parce qu'on a le droit de vendre dans le monde entier avec un seul compte vendeur. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est de se dire que demain tu pars en vacances dans n'importe quel pays,
Tu prends une caravane, tu pars tout l'été, tu fais le tour des pays européens, tu peux faire la Turquie, tu peux faire l'Italie, tu peux faire la Pologne, tu peux faire l'Allemagne, et dans tous les pays, tu peux faire des achats et envoyer chez Amazon. Et t'as juste à envoyer. Ton avenir, tu le vois en France ou t'aimerais t'expatrier? Alors, on a le sujet de Discord avec ma femme un petit peu. Elle aimerait bien qu'on fasse les deux. En fait, elle le sait, moi je veux partir en Espagne. Elle aimerait bien qu'on fasse 6 mois en France, 6 mois en Espagne. Je négocierai pour qu'on fasse 10 mois en Espagne et 2 mois en France. On viendra pour Noël. mais non, parce que la France fait tout pour bloquer les entrepreneurs. Et en fait, quand tu veux absolument te taper sur tes entrepreneurs à tous les coups, tu les fais juste fuir. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en France. C'est que tous les entrepreneurs, ils se barrent à Bali, ils se barrent à Dubaï, ils se barrent un peu partout. Il y a la Croatie qui est pas mal à la mode en ce moment. Et justement, la France, toujours dans cette optique de ruiner la vie des gens qui entreprennent et des gens qui veulent créer quelque chose, ils sont en train d'essayer de voir pour passer une loi qui fera que même si tu quittes la France, même si tu décides de t'expatrier, pendant 10 ans, tu devras payer encore tes impôts. Après, je pense que le problème est plus profond que ça, parce que là, voilà, encore une fois, c'est l'aspect fiscal, et même si oui, c'est dramatique l'aspect fiscal en France, c'est pas à mon sens le pire ni le plus important, parce qu'encore une fois, même si tu me prenais 50% de mes revenus, mais que je vivais dans un pays extraordinaire où j'ai le climat, la sécurité, la santé, le loisir et tout réuni, ma foi, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Mais là, vraie question, c'est que reste-t-il en France? Que reste-t-il? Parce que le climat, il est exécrable, à part vraiment si t'habites sur la Côte d'Azur, et encore, le climat, il est exécrable, enfin, du moins pour nous, moi en Belgique, ou tu vois, en dessous de la région parisienne, c'est une catastrophe. La sécurité dans les grandes villes, tu sais jamais si tu vas te prendre un coup de couteau ou pas. C'est presque caricatural, mais voilà, je dois pas mettre le curseur très loin dans la caricature parce qu'on y est presque. La santé, c'est scandaleux, c'est dramatique et j'aime pas m'épancher sur ma vie, mais ma femme a eu des petits soucis de santé très récemment, Dieu merci. On a réussi à faire en sorte qu'elle soit bien prise en charge, mais c'était la croix et la bannière. Hein, il faut savoir que même une prise de sang, l'État sert de plus en plus. Avant, les médecins, donc ici notamment en Belgique, mais c'est exactement la même chose en France, pour des raisons de coût à la sécurité sociale, avant tu pouvais te faire des prises de sang, veux-tu en voilà, des IRM, des scanners, tu pouvais tout faire. Maintenant, il faut vraiment que tu sois à l'article de la mort et qu'on soit certain que c'est la seule solution pour donc la prévention, il n'y en a plus, donc voilà, tu peux tout laisser mal tourner parce que économie, dire populiste, mais socialiste. Où tout le monde doit avoir le même accès aux soins et où il y a une immense majorité qui doit être pris en charge par la sécurité sociale. Mais au final, le résultat de ça, c'est que la médecine est de plus en plus mauvaise, pas parce qu'on n'a pas les connaissances, mais parce que ça doit coûter de moins en moins cher. Et ça, je trouve ça absolument inadmissible. Donc la santé, on ne l'a plus. Le cadre de vie, on ne l'a plus. Hein, il fait de plus en plus sale partout, il fait de plus en plus mal vivre partout, les libertés sont de plus en plus restreintes. Donc vraiment, que reste-t-il à la France? Et j'inclus la Belgique. Hein. Un exemple concret, j'ai 2 exemples pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à la santé. Comme tu le sais, l'année dernière, mon fils a eu quelques petits accidents à l'école. Il s'est cassé 4 fois les pailles. Il a fait 2 fois le bras gauche, 2 fois le bras droit. J'ai caressé à moitié. Hein. Les 2 premières fois, on a été à l'hôpital classique, en fait. La première fois, j'ai attendu 6 heures pour un plat. La deuxième fois, on a attendu encore 4 heures. La troisième fois, j'ai dit à ma femme, écoute, maintenant il y en a ras-le-bol. On habite pas loin de la clinique, on va l'emmener en clinique privée, puis on va voir s'ils peuvent le prendre. Une demi-heure après, ma femme, elle rentre avec le plat. Et tu vois, c'est hallucinant, c'est que du coup, vu que t'as payé, en plus de ce que tu payes déjà dans tes impôts, de ce que tu payes déjà dans tout, mais là, vu que tu payes une clinique privée, et là, 30 minutes après, tu rentres chez toi, ton fils dans son table et t'es tranquille. Mais attention qu'encore une fois, ça dépend pourquoi, parce qu'ici, par exemple, pour un scanner ou une IRM où ma femme est infirmière, donc elle est en relation avec plein de médecins, et un médecin ne peut même plus prescrire ce qu'il veut. Donc le médecin, il se dit, tiens, cette personne, la suspicion de XY, il faudrait qu'on lui fasse
un scanner ou une IRM, eh bien, il ne peut pas le prescrire trop hâtivement. Il faut vraiment qu'on soit sûr que tu es à l'article de la mort. Je pousse un peu le curseur comme d'habitude, mais faut presque qu'on soit sûr que tu es à l'article de la mort pour te prescrire cette fameuse IRM. Parce que si on voit que tiens, il en prescrit trop souvent, qui n'aboutissent pas sur le diagnostic escompté, eh bien, il a des ennuis et ça peut aller jusqu'à enlever son agrément, si je puis dire. Donc, t'imagines jusqu'où ça va, quoi. Alors que, je pense qu'en termes de santé, le principe de base, ça doit être le principe de précaution. Ça doit être, tiens, oui, on va fermer la porte, on va être certain qu'il n'y a pas de souci, parce que, s'il y a un souci, ça peut, faut que ce soit pris le plus tôt possible. Et voilà, vaut mieux, tiens, on m'a fait l'analyse, mais il n'y avait pas lieu d'être. Je trouve que c'est mieux que d'attendre. C'est ça. Et moi, souvent, vu que depuis tout jeune, je pars régulièrement en Espagne, mais vu que depuis tout jeune, je pars régulièrement en Espagne, on m'a souvent dit, oui, mais l'Espagne, c'est un peu le quart-monde. Et au final, si tu regardes à l'heure actuelle, l'Espagne, ils ont un des meilleurs services de santé européens. Tu vas aux urgences dans un hôpital public, tu restes pas 6 heures. Jamais ils vont te laisser patienter 6 heures. Et ils prennent soin des enfants, ils prennent soin des petits lieux. Il y a encore des balayeurs dans toutes les villes. Parce que, justement, tout à l'heure, tu parlais de la propreté, etc. Je sais pas si tu as déjà été vers Disneyland Paris. Si tu arrives vers Disneyland Paris, les arbres, ils sont bien coupés. La pelouse, elle est bien coupée. La route, elle est propre. Il y a pas de roue. Tout est propre. C'est propre de partout. À côté de ça, tu descends un petit peu. Tu vas sur Tours, tu vas sur Blois, tu vas sur Toulouse. Tu vas dans des villes qui sont pas forcément Paris. Il y a plein de balayeurs. Il y a plus d'entretien. Les routes, il y a des trous de partout. Enfin, il y a plus rien. En fait, mais les gens, je comprends pourquoi tout le monde en a ras-le-bol, parce que tout le monde va venir payer des impôts, mais sans savoir où est-ce que l'argent il part. Le pays il est extrêmement mal géré, et ça depuis des décennies, hein, parce que, encore une fois, on le voit à l'heure actuelle, la France, elle est ultra déficitaire, il y a aucun service public qui ne fonctionne correctement, mais elle donne de l'argent aux pays étrangers. Par exemple, même des trucs aussi aberrants que la Chine. La France a donné, je sais plus si c'est 1,5 milliard ou 15 milliards, faudra vérifier le chiffre, mais la France donne de l'argent à la Chine pour son développement, alors que la Chine est deuxième puissance économique mondiale. Mais où est-ce qu'on va, quoi? À quel moment occupe-toi de ton pays avant de distribuer ton argent, quoi? D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, la France était 5e puissance mondiale il y a encore pas si longtemps, et on est passé 7e. Ouais. Donc on est bien redescendu, mais essaye de gérer la société comme l'État gère la France, et tu verras que en moins de 3 mois, tu seras derrière les barreaux. Tu vas être en liquidation directement. Faut qu'on mette le pays en liquidation. T'imagines, la dette, elle dépasse les 3 000 milliards. Il y a des Français, quand ils sont à découvert de 50 €, le banquier les harcèle puis les dour. T'as découvert, tu vas aller en privé. J'ai vu, hein, ils vont empêcher les découverts hein, maintenant. Je sais pas si t'as vu. Ils allaient empêcher les découverts. Et tiens, ça me fait un peu penser à Marc Minouli qui avait fait une vidéo, et en gros, qui expliquait ça et qui disait, quand t'es dans la merde, arrête de stresser. Quand financièrement t'es dans la merde, arrête de stresser. Parce que de toute façon, même si tu stresses, ça ira pas mieux. Donc, détends-toi, profite de la vie, et puis, tu trouveras à un moment la solution pour remonter. Des fois, justement, sur un article qui parlait des découvertes, j'ai vu des gens, et je trouve ça tellement malheureux, des gens qui disent, oui, mais moi, tous les mois, je suis à découvert de 500 €, comment vous pouvez faire? Du coup, il va falloir que tu arrives à combler ce découvert de 500 €, mais une fois qu'il sera comblé, le mécanisme, il est le même. Si tous les mois, tu as découvert de 500 €, si tu reviens à 0, tu seras tous les mois à 0, et tu seras plus à découvert. Je me demande tellement si on a tous enfin non, on n'a pas tous le même cerveau. Enfin, je te jure, pour moi, c'est tellement lunaire, et je comprends qu'il y a des gens pour qui 500 €, c'est le bout du monde, c'est inaccessible, mais ça me semble tellement irréel parce que, encore une fois, j'ai 40 ans, je pense que la plus grande partie faudrait que je fasse les comptes et que je regarde un petit peu, je suis pas bon en date, mais de mon âge adulte, donc de 18 à 39 actuellement, ça fait 21 ans, je pense que je suis encore à un ratio où j'ai été plus longtemps pauvre que riche. Donc voilà, donc je connais la valeur de l'argent,
J'ai pas toujours roulé sur l'or. J'ai eu des huissiers, des impayés, des galères absolues, vraiment dramatiques. Mais, même pauvre, je n'ai jamais vu 500 euros, ni même 1000 euros comme quelque chose d'absolument inaccessible parce que j'ai toujours eu ce cerveau qui me permet de générer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et j'en parlais encore avec ma femme il y a pas longtemps. J'ai fait tellement de choses dans ma vie pour gagner de l'argent. Enfin, à 18 ans, j'achetais des caisses de string sur eBay que je revendais aux copines de ma sœur, entre autres, aux copines de ma sœur, aux copines des unes et des autres. Donc j'achetais des caisses de string sur eBay en lot, des machins chinois avec étiquettes, enfin des trucs sympas. Je payais ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ça me revenait à genre 20 centimes l'unité et je vendais ça 1 ou 2 euros. Donc c'était extraordinaire, c'était florissant, ça marchait. Tu deviens pas riche avec ça, mais ça te fait tes quelques centaines d'euros. J'ai fait de l'achat-revente sur des brocantes quand j'étais plus jeune aussi et malgré tout, j'avais déjà, quand je dis j'ai eu un garage à l'âge de 18 ans, ben oui, mais j'avais pas une concession, j'avais pas, quand tu viens de te lancer, t'as pas tout le temps des clients, donc t'as le temps de faire autre chose, d'essayer de générer un petit peu de cash, et j'ai toujours passé une grande partie de mon temps à essayer de faire du cash. J'achetais des objets à la brocante que je trouvais sympas, que je revendais sur eBay, parce qu'à l'époque, voilà, c'était eBay, et je revendais ça sur eBay. J'achetais des CD de musique, enfin, toutes sortes de choses où mon cerveau me disait, Arnaud, là, ça c'est une bonne affaire, tu le payes tellement peu cher que tu ne peux que marger dessus. Et donc, je disais à ma femme, où on en parlait encore ensemble avec Émilie en podcast, comment ça me semble tellement simple de faire 500 euros, et encore à l'heure actuelle avec Vinted, par exemple, qui est une plateforme très en vogue, où tu peux faire un petit peu de bricolage, hein, j'appelle ça comme ça. Tu peux tellement acheter des trucs pas chers ou récupérer des trucs de chez toi dont t'as pas besoin. On a tous des tonnes de brol à la maison. Hein, quand tu fais des déménagements, tu jettes des tonnes d'affaires qu'au final, tu peux le payer quelques euros. Et en fait, si tu y mets un petit peu du tien, pour moi, faire 500 euros, c'est tellement facile. Facile, ça veut pas dire que ça se fait sans rien faire. Mais si tu y mets un peu d'énergie, c'est tellement facile à faire. Et c'est pour ça qu'on en parlait. Avec l'arbitrage, tu es à 500 euros de changer de vie. Tu as 500 euros de changer de vie parce qu'avec 500 euros, tu vas pouvoir te lancer. Donc, tu te débrouilles, tu essaies de faire un petit peu de trésorerie, tu continues de vivre de la même manière, même si tu dois te serrer ta ceinture. Tu fais tes petits 50, 100, 150, 200, tu les fais monter, 500, peut-être même jusque 1000. Et après, avec 1000 balles, tu peux lancer un véritable business qui va t'assurer de faire, comme on le dit souvent, au moins 4000 euros de bénéfices nets après 6 mois si tu es un vrai charbonneur. Et donc voilà, donc tu vois, ça me semble tellement lunaire, les gens qui ne savent pas comment leur vie va continuer parce qu'ils sont à découvert de 500 euros, qui ne savent pas comment le combler. C'est ça, hein. Et tu vois, moi, quand on a liquidé le restaurant avec mon associé, en étant en liquidation, financièrement, du coup, c'était clairement la misère. Et en fait, quand, comme tu dis, quand j'ai dit à ma femme, écoute, ça fait quelques semaines, quelques mois que je teste l'arbitrage sur Amazon, je commence à gagner un petit peu de sous. Donc, ce que je te propose, c'est que pendant 1 an, en fait, on se serre la ceinture, on part en vacances, on part plus en week-end, on fait plus de soirées où on invite du monde parce que, t'inviter du monde, tu vas se prendre une bonne bouteille de vin ou une bouteille de champagne, ça va te coûter tout de suite cher. Je lui ai dit, pendant 1 an, on va se priver de tout. On s'est privé de tout. Plus de week-end, plus de vacances, plus de resto, plus d'Uber Eats, parce que tu sais que je suis amoureux d'Uber Eats. Voilà, tous ces trucs-là, c'était pendant 1 an, on va se restreindre. Mais par contre, on va monter la société au maximum et on va aller chercher l'argent parce que j'étais persuadé à cet endroit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et vraiment, je voulais être sûr à 100% de pas louper quelque chose parce que tiens, vas-y, on va prendre un resto avec une nuit d'hôtel et on part en week-end à Paris, ça nous coûte 500 balles le week-end. Gratification immédiate vs gratification différée. Encore une fois, voilà, tu génères très vite du profit avec l'arbitrage. Mais oui, si tu dépenses, si tu as gagné 500, tu dépenses 500, tu n'avanceras jamais, tu gagneras toujours 500. Et c'est pour ça que quand on te parle de changer de vie, quand on parle à mes membres de changer de vie après 6 mois, c'est juste 6 mois de sacrifice où tu vas vivre comme tu vivais hier. Tu vas rester comme ça pendant 6 mois, tu vas faire ce putain d'effet boule de neige, et là, tu as la garantie qu'après 6 mois, tu vas enfin respirer. C'est ça. Le souci, c'est que pour beaucoup, 6 mois, c'est trop long.
Alors que 40 ans en gagnant la même chose, ça passe. J'ai dit il y a pas longtemps, et c'est vrai, et tous les mecs qui vont te dire 6 mois c'est trop long, tu les regardes, et c'est des mecs souvent, ils sont quarantenaires, et ça fait 20 ans qu'ils sont au même point. Donc quand ça fait 20 ans que tu es au même point, ne me dis pas que putain 6 mois c'est trop long, ça fait 20 ans que t'as pas bougé d'un iota. Donc ça, c'est... Un petit extrait de Bref, la série Bref, qui a été assez relayée parce que c'était assez impactant, où il disait je devais m'asseoir 10 minutes et je me suis assis pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. C'est que à la base, les gens ils ont plein d'ambition et tu vois, je trouve que la société actuelle en fait tout pour que tu n'aies plus d'ambition. Parce que quand t'es gamin, je veux être astronaute, je veux être pompier, je veux être ceci, je veux être cela. Bon, je veux- il m'a dit, je veux être facteur, mais en voiture parce que l'hiver, il fait froid. Moi, je voulais être pilote d'avion de chasse quand j'étais petit. Mais tu vois, tout le monde a des ambitions. Et dans la finalité, moi, le premier, moi, à la base, quand j'étais gamin, je voulais faire, dans tout ce qui était informatique. Euh, Construction d'écran, construction d'ordinateur, PC gamer, tout ça, tout ça. Et dans la finalité, étant enfant de restaurateur, j'ai fait un serveur serveur. Ça avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Mais c'était la facilité parce que je savais déjà un petit peu ce que c'était. Parce que voilà. Donc, du coup, j'ai fait serveur pendant plusieurs années. Et je vais pas cracher sur ce métier-là. Mais le nombre de fois, tu n'imagines pas le nombre de fois où les gens me disaient, mais du coup, vous faites quoi à côté? Et je leur disais, comment ça à côté? Ça, c'est un job étudiant, non? Non, c'est mon vrai métier. Je suis là tous les jours, 6 jours sur 7. Je fais 45 heures par semaine. J'ai rien à côté. C'est mon vrai métier. Ouais. Et t'as plein de métiers comme ça, en fait, où les gens veulent te dévaloriser. Alors que, il y a pas de saut métier, comme on dit. Mais c'est surtout que, oui, en fait, quand t'as de l'ambition, normalement, tu finis pas serveur chez Coca-Cola. Le manque d'ambition, je pense, qui vient aussi, tu sais, de notre environnement. Je pense que quand on est petit, on a besoin de stimuli. Et comme on disait tout à l'heure en France, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. On n'aime pas étaler la richesse en France. Et je pense que ça crée des générations entières de gens sans aucune ambition. Ça me fait penser, tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu la chance tous les ans de partir en vacances avec mes parents. Mon père, voilà, a très bien tiré son épingle du jeu. J'ai fait mon arbre généalogique il y a pas très longtemps. Je viens d'une famille de houillers de génération en génération, donc voilà, de pauvres mineurs pour mes arrière-grands-parents. Donc voilà, on n'est pas une famille, on n'était pas une famille riche. Malgré tout, mon père a très bien tiré son épingle du jeu parce qu'il est extrêmement travailleur. Donc effectivement, ça paye. Famille de 4 enfants, donc couple plus 4 enfants, 6 personnes. Pas évident à amener en vacances tous les ans, malgré tout, il l'a fait. J'ai toujours parti en vacances enfant, en camping-car. Hein, il aimait bien les camping-cars parce qu'encore une fois, c'est facile et ça coûte moins cher. Et tu sais, voilà, tu me connais, j'ai des goûts de luxe, j'aime les sportives italiennes, pour ne pas citer. Hein, je roule en Maserati Gran Turismo. Je vais bientôt reprendre une Ferrari FF. Je suis amoureux de Ferrari depuis toujours, mais c'est pas tombé du ciel. Et je suis certain, donc on partait en vacances en Italie tous les ans, et en Italie tous les ans, on voyait des Ferrari, sur l'autoroute on voyait des Ferrari, en ville on voyait des Ferrari, et j'ai tout, depuis enfant, je me vois encore, oh papa regarde une Ferrari, et ça me remplissait d'émotions, et je pense que tout ça a contribué à faire celui que je suis aujourd'hui, donc quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des goûts de luxe, et du coup comme j'ai des goûts de luxe, pardon, j'ai pas le choix que de bosser et de faire du cash, sinon je vais passer ma vie frustré. Et en France, comme personne ne peut ou ne veut étaler sa richesse, tu n'as plus ces stimuli. Tu vois des Renault Clio partout, tu vois des poubelles, tu vois des petites maisons. Ouais, si tu vois si t'as une belle maison, il faut qu'elle soit cachée parce que attention, si on veut j'ai de l'argent, c'est dramatique. Tu vois les gens qui se disent on peut plus mettre de beaux costumes parce que ça fait trop m'as-tu vu, donc on va mettre un t-shirt noir sans aucune inscription. Et tout ça fait que voilà, c'est la norme. Donc t'as pas cette stimulation qui fait que t'as les dents longues et que du coup t'es plein d'ambition. Mais et moi, tu vois, qui était responsable pendant des années dans un Hippopotamus où je faisais du coup le recrutement, etc. Quand tu leur disais, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, tu te vois où? Je sais pas trop.
Moi, quand je passais des entretiens quand j'étais plus jeune, bah, dans 5 ans, tu me vois où? Bah, ta place. Tu vas dégager de l'air, là, tu vas te laisser ton fauteuil, enfoiré. Ouais. Moi, là, dans 10 ans, je me vois avec 200 mises en Sicile parce qu'on en aura acheté une par semaine. Et pour le reste, j'ai plein de belles ambitions encore. Super, Chris. C'était intéressant. On va devoir se quitter. Ça fait 1h06 qu'on est ensemble et on sait que très peu de gens arriveront à la fin de cette vidéo parce que on est la génération aussi, enfin ils sont la génération, souvent nos viewers TikTok, les vidéos d'une minute, c'est trop. Il faut une vidéo de 30 secondes, sinon je vais pas au bout. Ouais. Et pour ceux qui sont jusqu'ici, vous êtes l'élite. N'hésitez pas à aller dans la description. Hein, il y a un lien pour rejoindre notre communauté sur Telegram. C'est une communauté ouverte où on essaye d'apporter un petit peu de valeur malgré tout. Plus de 2500 membres. Évidemment, on va pas vous y fermer gratuitement. Donc voilà, ça permet d'avoir un tas d'informations. Ça permet de voir aussi qui on est, qui est la communauté, qui sont les gens dont on parle et quels sont leurs résultats. Et ça aide beaucoup une communauté. C'est ça. Et puis vous allez pouvoir comprendre pourquoi depuis 3 ans, on est le groupe le plus actif de France au niveau de l'arbitrage Amazon qui est accessible gratuitement. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là juste pour prendre de l'argent. On gagne tout à dire nos vies. Et c'est pour ça qu'on donne énormément de valeur gratuitement dans le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien dans la bio. Et puis Arnaud, on se voit la semaine prochaine. Ça marche, Chris. Allez, salut. Allez, salut. Salut, ciao.